L'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin Brice Hortefeux, vice-président de l'UMP et président des Amis de Nicolas Sarkozy. Bonjour. Je lui dis d'abord bienvenue Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour. La Syrie, on l'entend, on le voit, est en pleine tragédie. Est-ce que votre ami l'ex-président Nicolas Sarkozy va s'exprimer sur la guerre, la paix en Syrie, dans la région ? C'est naturellement à lui-même de le décider, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que voici un an très exactement, le 8 août dernier, il était exceptionnellement sorti de son silence pour, conjointement d'ailleurs avec le président de l'opposition syrienne de l'époque, pour alerter la communauté internationale sur la nécessité d'intervenir rapidement. Et malheureusement, et les faits lui ont donné raison, l'inaction a coûté très cher puisque, nous le savons, il y a aujourd'hui 100 000 morts, 1 million d'enfants réfugiés, 6 000 Syriens qui sont obligés de quitter chaque jour le pays. Voilà le prix de l'inaction. Ça veut dire qu'il y a Attendez, voilà le prix de l'inaction, de l'absence de volonté et surtout, j'allais dire, de leadership. Ça veut dire que le prophète, il y a un an, a dit, il a tout dit, ça suffit, il ne reparlera plus. Non, ça c'est à lui de le décider, mais malheureusement, ce qu'il a dit, la manière dont il a alerté, était juste, était fondée, car c'est un drame que nous vivons depuis un an. Comme pour la Libye, Barack Obama est de plus en plus indécis. Probablement attend-il les rapports des inspecteurs des Nations Unies qui vont remettre dans quelques jours leur rapport d'enquête sur place. Est-ce qu'il reste, à votre avis, des doutes, ou en tout cas chez vous, sur les responsables du massacre chimique ? Vous avez raison de rappeler la Libye. Pour la Libye, il y a une volonté double, un double leadership, celui du Premier ministre britannique et du président de la République française qui était Nicolas Sarkozy, et cela aboutit à une action rapide, une action décisive. Mais est-ce que vous avez des doutes ? Aujourd'hui, attendons naturellement les conclusions des Nations Unies sur l'utilisation des gaz chimiques. Il n'y a pas besoin d'attendre cet aspect-là pour constater le drame qui a été vécu, mais sur l'utilisation des gaz chimiques, en contradiction avec le protocole de Genève, en contradiction avec les décisions de 1993, alors que semble-t-il se vit en Syrie, un drame que nous n'avons pas connu depuis plus d'un quart de siècle, puisque la dernière fois c'était en Irak à l'égard d'un village. Vous réclamez des preuves, c'est ça ? Et en tout cas, je dis que s'il y a ces preuves, le principe de l'intervention est fondé, mais encore faut-il que l'on indique clairement quels sont les buts poursuivis. Il faudra donc que le président de la République, François Hollande, sorte de l'ambiguïté sur ce sujet. Non, mais il a été assez clair l'autre jour, si vous l'avez entendu. Et là, il y a Poutine et Rouhani, c'est-à-dire le Russe et l'Iranien, qui se sont téléphonés. Ils jugent ce matin inacceptable le recours à l'arme chimique par qui que ce soit en Syrie. Vous avez entendu peut-être M. Katichev avec Thomas Soto tout à l'heure. Il parlait de la position de la Russie. Et je peux rappeler que lundi, l'homme de M. Poutine, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a dit cette phrase que j'entends pas assez. La Russie n'entrera pas en guerre dans le cadre d'une intervention militaire occidentale. Ça veut dire qu'il faut lui répondre que la condition, c'est de ne pas renverser ou tuer Bachar. Oui, mais au-delà, ce drame rappelle que ce début du XXIe siècle restera marqué par les violentes secousses du monde arabe et la question du rôle et des moyens de l'Occident. La France, François Fillon est à l'offensive, on l'a vu hier dans la Sarthe et sur France 2. Dans la Sarthe, il a expliqué, Brice Hortefeux, que la violence de la crise, je le cite, et une divergence sur la nature de cette crise, sous-entendu avec Nicolas Sarkozy, ne nous a pas permis d'aller assez loin dans l'effort de redressement. Ça veut dire qu'il reconnaît que son action a été entravée, freinée, dénaturée par votre ami Nicolas Sarkozy. En tout cas, ces divergences devaient être bien légères. D'abord parce qu'en tant qu'ancien ministre, je ne les ai pas observées, je ne les ai pas entendues. Et j'imagine que si elles avaient été fortes, le Premier ministre en aurait tiré lui-même toutes les conséquences. Comme il est resté 5 ans travaillant en confiance sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, elle devait donc être surmontable. Vous n'avez jamais entendu de protestation ou de début de rébellion de l'ex-premier ministre ? Je vous le dis, si François Fillon est resté 5 ans à travailler en confiance sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, ces divergences devaient donc être bien légères. Est-ce que désormais le rassembleur de l'UMP, ce n'est pas François Fillon ? François Fillon a rassemblé les siens, Jean-François Copé a rassemblé lui-même ses amis à Château-Renard, et il est d'ailleurs, lui, le président élu de l'UMP, aujourd'hui incontesté, il la préside d'ailleurs très bien, mais nous nous inscrivons autour de Nicolas Sarkozy dans une autre démarche, et c'est l'esprit de notre rencontre à Arcachon. C'est la rencontre du 1er et 2 septembre, où il y aura beaucoup de monde, etc. Oui, Est-ce que vous avez invité François Fillon ? Tout le monde était invité, tous ceux qui veulent venir peuvent participer, cela s'annonce déjà d'ailleurs comme un succès, mais encore une fois, nous, notre initiative, elle est différente. Ce n'est pas un courant,
ce n'est pas une chapelle, ce n'est pas une nostalgie, c'est un élan de reconnaissance, un élan de fidélité et un élan de confiance. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'à l'UMP, chacun de vous prétend rassembler là, avec sa chapelle. L'UMP est une addition de rassembleurs qui divisent. Non, mais c'est pas ça le sujet. Mais en revanche, ce qui est exact, et je le regrette, c'est qu'au cours de ces semaines écoulées, notamment avec la question des inventaires, des bilans et des choses comme ça, et je regrette que l'opposition donne le sentiment de s'acharner à se diviser, alors que l'opinion attend à juste titre de nous une exigence d'unité et un devoir d'imagination. Jean-François Copé promet, il a dit ici, une stratégie d'alternance qui passe d'abord par l'évaluation critique des 5 ans du sarkozysme. Il y aura une demi-journée pour ça, c'est un peu court. Est-ce que Nicolas Sarkozy peut y participer ? Est-ce que vous pensez une seule seconde que Nicolas Sarkozy, depuis plus d'1 an, n'a pas réfléchi à son action ? Bien sûr que oui, il n'a pas besoin d'être présent pour cela. Mais je vous le dis, Nicolas Sarkozy n'est pas dans ce monde-là. Il dit que les responsables de l'opposition fassent ce qu'ils veulent et ça sera naturellement très bien. Toutes les analyses, je vous le dis aussi, toutes les analyses sont intéressantes, mais je suggère une méthode, que ceux qui ont exercé des responsabilités gouvernementales fassent le bilan de leur propre expérience avant de se consacrer à celle du voisin. Xavier Bertrand, on l'a entendu pendant l'été, il est persuadé que Nicolas Sarkozy n'ira pas en 2017. Vous, je pense que vous n'avez pas besoin de voyante. Est-ce qu'un jour, Nicolas Sarkozy a pris devant vous, Brice Hortefeux, cet engagement de ne pas y aller ? D'abord, ne soyez pas désobligeants avec Xavier Bertrand en voulant entendre le déguiser en Madame Irma avec ses boules de cristal. Ça a été un très bon ministre. Il n'est pas là comme voyant. Deuxième élément, 2017, c'est trop loin. Troisième élément, Nicolas Sarkozy a dit qu'il n'intervenait pas dans la vie politique quotidienne nationale et vous avez observé, il s'y tient scrupuleusement. Les circonstances pour l'opposition sont favorables. Pour l'emploi et pour les retraites, cette réforme est jugée très habile. Même si les partenaires sociaux, à un moment séduits, ne cachent pas leur mécontentement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bon, écoutez, il y a une réforme et comme toujours, il y a le choix entre le courage et la facilité. Le gouvernement a renoncé au courage et il a sombré dans la facilité. Non, pardon, la facilité, c'est la machine à taxer qui fonctionne à plein. Parce que la réalité, c'est simple. 16 millions de contribuables, de foyers fiscaux qui vont être davantage taxés. 7 millions de retraités qui vont voir leur pension de retraite taxée. 9,5 millions de salariés qui vont voir leurs heures supplémentaires à nouveau fiscalisées. C'est des entreprises qui vont voir leur impôt sur les sociétés augmenter de 30%. La réforme, en réalité, des retraites, elle n'existe pas. C'est une machine à taxer les salariés, taxer les entreprises, taxer les retraités. Mais pour les impôts, vous étiez les plus habiles. Et je vous le dis, hélas, parce que moi je ne suis pas voyant, mais je suis dans la réalité, je vous l'annonce, il y aura naturellement l'obligation d'une nouvelle réforme dans les 5 ans qui viennent. Les impôts. Alors nous savions que 2013 serait l'été de tous les dangers. Nous savons désormais, et nous vivons désormais, le fait que l'été 2013, c'est celui de tous les impôts. Merci Brice Hortefeux, merci Jean-Pierre Elkabbach. Dimanche, le grand rendez-vous. Déjà, oui, avec Manuel Valls, qui est le premier invité du grand rendez-vous d'Europe 1 Télé et maintenant du Monde. J'aurais peut-être posé la question sur la querelle Taubira-Valls, mais ça sera pour une autre fois. Avare dans les résultats. Ah ouais, comment ? Généreux dans les mots, avare dans les résultats, voilà la politique qui est menée. Et ben voilà, c'est résumé, c'est synthétique.